bienvenue sur Europe 1. Je suis heureuse de vous retrouver après ces quelques jours de repos. Et je voulais dire un grand merci à Sophie Peters qui a pris soin de vous en mon absence avec talent et gentillesse. Et bravo également à Jean-Marie Bigard qui a été formidable hier soir. J'étais à l'écoute évidemment et je sais que ça lui tenait à cœur et que ça s'est senti dans les échanges qu'il a eu avec vous parce qu'il s'est montré généreux, délicat et très à l'écoute, et vous avez été nombreux à apprécier ce moment passé avec lui, comme en témoignent vos messages. Myriam qui me dit vous nous manquez, mais quelle surprise hier soir d'avoir eu Jean-Marie Bigard à l'antenne et qui s'est très bien débrouillé. Merci pour ce moment agréable. Et puis il y a Marco qui dit Poisson d'avril réussi hier soir avec Monsieur Bigard. Il a été surprenant de bienveillance et d'empathie. Alors à votre tour maintenant, Caroline, de nous raconter une bonne blague à la sauce Bigard. J'en connais des blagues salées, vous savez, mais je n'ai pas le talent de Jean-Marie en revanche pour les raconter parce que il a un vrai talent de conteur. Quand vous l'écoutez notamment chez Laurent Ruquier, il est absolument génial. Et Sergio dit une bonne poignée de main à Jean-Marie Bigard, un gros bisou à Sophie. Quelqu'un aussi qui dit vous êtes excellent Jean-Marie, vous devriez revenir, vraiment excellent. Et puis un petit message de Nina qui dit à propos du chevreau, le monsieur pourrait le porter au parc de Sceaux sans le dire à ses filles et comme ça elles iraient voir leur animal au parc. Oui, alors là je me suis demandé si c'était ça le poisson d'avril. Moi en fin d'émission je me suis dit ça c'est un copain, un ami de Jean-Marie Bigard et il va nous le dire. Ben non, mais je vous le dis, parfois la réalité dépasse la fiction. Allez, la ligne est ouverte au 3921 jusqu'à 1h, vous êtes les bienvenus et vous pouvez également nous envoyer vos mails sur le site europe1.fr ainsi que vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Toute l'équipe est là, évidemment, et les pauvres, ils n'ont pas pris de vacances, donc, mais ils sont en forme pour vous accueillir. Jeanne et Paul au standard et Philippe Chartier à la réalisation de l'émission. Bonsoir Dominique. Bonsoir Caroline. Bonsoir. D'abord, je voulais remercier Jeanne et Paul qui sont vraiment formidables pour l'accueil. Oui, et, c'est vrai. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des petits jeunes, on sent que c'est des jeunes et ça fait plaisir de voir qu'on est bien accueillis. Oui, c'est vrai qu'ils vous accueillent avec toujours beaucoup de gentillesse. Oui. Et ils font tout pour que vous vous sentiez le plus à l'aise possible. Oui, parce que c'est pas toujours évident. Non, c'est intimidant. Oui. Écoutez, je suis un petit peu confuse dans ma tête. En fait, je vous explique mon problème. J'ai perdu mon mari, ça va faire 2 ans au mois de juillet. Oui. Et en fait, quand on perd quelqu'un, c'est toujours très très douloureux. Et j'ai pas eu de problème pour rester dans mon appartement pendant 8 mois. Et je suis partie en vacances. Et quand je suis revenue de vacances. Enfin, je suis partie me reposer, plutôt pas en vacances, me reposer. Oui. Et quand je suis revenue, en fait, il m'était impossible de rentrer chez moi. Dès que je rentre chez moi, je cours vite, je vais donner à manger parce que j'ai un animal donc qui peut monter sur ma terrasse, donc je vais lui donner à manger sur la terrasse. Qu'est-ce que vous avez comme animal? J'ai un chat, donc c'est indépendant, donc j'ai ma voisine qui s'en occupe. Oui. Mais je peux pas rentrer chez moi, j'ai des crises de panique qui me prennent et je suis suis revenue habiter chez ma mère de 80 ans. Oui. Et là, vous voyez, je suis renfermée à clé dans la chambre parce qu'en plus, je suis boulimique aussi. Enfin, j'ai des crises de boulimie. Mais depuis que vous avez perdu votre mari? Oui, surtout depuis. J'ai eu ces problèmes-là à l'adolescence. Et depuis que mon mari est décédé, je peux pas rentrer chez moi. Je suis obligée de supporter le caractère de ma mère qui m'énerve parce que on n'a pas la même. Moi j'ai que 55 ans et ma mère a 80 ans et en fait oui, la cohabitation est difficile. Voilà, la cohabitation elle est assez difficile et puis en fait comme j'avais des conflits avec elle et ma sœur dans ma jeunesse, en fait si vous voulez c'est là que je me rends compte vraiment des problèmes que j'ai pu avoir dans ma jeunesse. Et mais malgré ça, alors je me fais suivre évidemment, je vais voir un psychiatre.
qui est très bien, mais malgré ça, je suis cantonnée chez elle, je suis dans la chambre. Oui, parce que même si vous êtes angoissée, vous êtes encore mieux chez votre mère que dans votre appartement. Tout à fait. Vous êtes Alors angoissée aussi dans votre appartement. je suis angoissée dans mon appartement, tandis qu'ici, tandis que chez ma mère, je suis pas bien. Oui. Pas bien du tout, mais je préfère encore cette situation-là plutôt que de rester chez moi. Et si vous voulez, je m'en veux. Je me dis, mais allez, secoue-toi. Enfin, c'est facile aussi de dire, vous savez, les gens qui nous disent, secoue-toi, mais c'est pas facile à faire. Oui, non, là, il y a quelque chose qui vous dépasse. Quand vous êtes resté pourtant, suite au décès de votre mari, 8 mois quand même seul dans l'appartement. Oui. À ce moment-là, vous vous sentiez comment ? Pas bien, mais quand j'adore la peinture et le dessin, j'avais commencé à prendre des cours de peinture et de dessin. Je m'étais mise sur ma table pour faire des petites esquisses comme ça. Et là, tout est parti. J'ai plus rien envie de faire. Je m'étais inscrite à des associations. C'est ce que j'ai dit à mon psychiatre. Je me suis inscrite à plein de trucs et j'ai tout arrêté. Je peux pas y aller. Au moment d'aller à l'association ou d'aller à une activité, j'ai une crise de panique qui me prend et je peux pas sortir dehors. Ah oui, vous faites des attaques de panique. Oui, dans les grandes surfaces, je peux pas y aller, ou alors je suis obligée d'y aller quand je sais qu'il y a personne. Et vous en faisiez du vivant de votre mari ? Ah non, j'ai jamais fait. Donc vous êtes, c'est pour ça que vous restez dans votre chambre, chez votre mère. Voilà. Là, vous vous sentez quand même en sécurité. Oui, parce qu'en plus, c'est quand maman ferme ma clé comme ça. Comme je ne peux pas me lever, vous allez peut-être trouver ça ridicule, mais comme je ne peux pas me lever, manger la nuit, parce que sinon je dévore tout dans le frigo. Et ma mère, elle m'enferme ma clé, en fait. Ah bon ? Ah oui, je suis renfermée. Mais vous lui demandez qu'elle vous enferme à clé ? Ah oui, c'est moi qui, sur ma demande. Oui, mais ça peut être quand même dangereux, hein, parce qu'imaginez, je touche du bois, mais que le feu se déclare ou quelque chose comme ça. Oui, vous êtes enfermé dans votre chambre. Hein. La chambre, elle est au rez-de-chaussée, elle est. Non, il y a un étage. Oui, c'est pas très prudent d'être enfermé dans votre chambre. Hein. Ouais, je sais, mais parce qu'il se passe n'importe quoi, enfin, notamment un incendie, vous pouvez pas sortir. Oui, je sais. Donc, non, c'est pas la solution par rapport. Écoutez, par rapport à vos pulsions, à vos crises boulimiques, à la limite, il vaut mieux que, tant pis, si ça vous prend, ça va passer. C'est que vous êtes dans un très grand état d'angoisse. Là, on voit bien le tableau, vos attaques de panique, vos crises de boulimie. Bon, tout. Vous vous sentez très, très vulnérable depuis la mort de votre mari. C'était quelqu'un qui, sa présence vous apaisait. Quel lien aviez-vous avec lui ? On s'adorait tous les deux et mon mari c'était quelqu'un de, en fait, je crois comprendre. Moi je suis quelqu'un d'assez fragile et mon mari il savait me tempérer en fait parce que moi je suis assez je pars au quart de tour, comme on dit vulgairement, et mon mari, il était très très posé. Et en fait, mon mari savait m'apaiser quand je faisais quelque chose qui n'était pas bien. Il me disait, bon, allez, calme-toi, ça va s'arranger. Et en fait, c'est ces repères-là que j'ai plus, qui me manquent. Et j'ai plus de repères et ça me manque énormément. Et je me dis, mais quand est-ce que ça va passer ? Alors, mais ça passe pas, quoi. Je suis toujours aussi angoissée. C'est récent, hein, en même temps. C'est ça ne fait que 2 ans. Alors 2 ans, c'est long quand on est dans cet état-là, évidemment, hein, Dominique. Mais c'est, comme vous dites, vous retrouvez aussi des problèmes que vous aviez dans votre jeunesse. Il y a des choses qui remontent à la surface, qui n'étaient pas réglées. Oui, tout à fait. Que le fait de vivre en couple avec votre mari, qui certainement vous a apporté une sécurité. Ah bon, oui, fait que vous voyez, c'est quelqu'un qui, comme vous dites, vous tempérez. Oui. Donc là, vous vous sentez privé de toute sécurité, et l'angoisse ressurgit. Mais cette angoisse, vous me dites que déjà adolescente, vous aviez des crises comme ça de boulimie ? Oui, j'en avais. Ma sœur aussi. Ma sœur en fait aussi. J'ai une sœur qui est plus âgée que moi qui en fait aussi. J'ai ma nièce qui est décédée d'anorexie. Et c'est une histoire familiale, un petit peu, si vous voulez. Mon frère aussi en fait.
des problèmes avec la nourriture aussi. Donc, on a un problème, mais j'arrive pas. Si vous voulez, ça fait longtemps que je me fais quand même suivre, même avant le décès de mon mari, parce que j'avais des problèmes qui étaient liés à mon enfance. Et j'arrive pas. Je me dis, je sais pas si vraiment on arrive à sortir d'une dépression ou d'un problème qu'on a depuis son adolescence. Parce que moi, j'ai commencé à me faire suivre, j'avais 40 ans. Oui. Et je me dis, ça fait 15 ans, et depuis 15 ans, j'ai toujours les mêmes problèmes, et j'ai jamais réussi à trouver d'où ça pouvait venir. Et avec moins d'intensité quand même. Vous dites que vous avez les mêmes problèmes, mais vous me dites que lorsque votre mari était là, vous n'aviez pas des crises de boulimie, vous n'aviez pas d'attaque de panique. Donc Non, vous aviez peut-être ce tempérament anxieux, mais sans symptômes aussi apparents et aussi invalidants qu'aujourd'hui. Ah tout à fait. Puis c'est vraiment invalidant, parce que là, je me déteste, je me dis, mais... Oui, alors ça n'arrange rien, parce que vous n'y pouvez rien là pour le moment. C'est-à-dire que l'angoisse, c'est quelque chose qui à ce moment-là vous submerge. L'attaque de panique, comme le nom l'indique, c'est que vous êtes complètement submergé, terrassé dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, parce qu'à ce moment-là tout s'emballe. Donc vous en vouloir après coup de tout ça n'arrange pas les choses. C'est-à-dire que là on n'en veut pas à quelqu'un qui est malade. Enfin, vous voyez, or là, je dis pas que vous êtes malade, c'est-à-dire que c'est pas l'angoisse même très intense, c'est pas une maladie. Simplement, on l'éradique pas de sa tête et de son corps comme ça. Et là, vous êtes confronté par un coup de baguette magique, malheureusement. Oui, mais ça vous renvoie. Vous êtes aussi dans cette période de deuil, ou peut-être d'ailleurs que l'angoisse, l'anxiété est plus forte que la dépression. Parce que est-ce que vous êtes très abattu? Est-ce que vous avez des idées noires? Est-ce que... Non. Parce que je trouve que non, j'ai pas d'idée noire, parce que je trouve que j'ai ma nièce déjà qui est décédée elle était très jeune, elle avait 26 ans, donc je trouve que la vie, ça vaut le coup d'être vécu. Et mon mari qui est décédé d'un cancer, je trouve que avec ce qu'il a souffert, pour le moment, j'ai eu de la chance de pas être malade physiquement, je veux dire. Donc je trouve que j'ai déjà cette chance-là, et je me dis, je sais pas en profiter. Je me dis, et ma mère qui me dit secoue-toi, alors ça m'énerve, puis pour qu'il radote, ça radote, et puis ça m'énerve. Oui, et quand vous avez essayé quand vous retournez dans votre appartement, c'est toujours qu'est-ce qui se passe là? C'est le fait de vous retrouver dans les lieux où vous avez vécu avec votre mari. Mais non, même pas, justement. C'est ce que je comprends pas. Même, je me dis, parce que là, j'ai vu mon mari malade dans l'appartement, ça pourrait être ça. Mais même pas, c'est même pas ça, je ne sais pas, je peux pas l'exprimer. Je peux pas exprimer ce mal-être que j'ai, qui me fait fuir. C'est dès que vous franchissez le seuil de l'appartement? Ah oui, et alors on dirait une vraie folle. Je cours partout, je mets de l'eau dans mes plantes. Oui, vous n'êtes pas folle, vous êtes très angoissée. Donc il faut vous agiter, il faut faire quelque chose, quoi. Surtout pour vous éviter de penser. Si, il y a quand même le fait certainement qu'il ne soit plus là, qu'il ait été malade aussi dans cet endroit. Enfin, cet endroit devient très anxiogène pour vous. Oui, alors après, est-ce que vous avez songé peut-être à envisager d'être dans un autre lieu, de trouver un autre lieu, de mettre soit cet appartement en vente, de mettre quelqu'un, de le louer en attendant, parce que vous allez aussi aller mieux avec le temps. Hein. J'espère, oui. Enfin, j'espère, oui. J'espère, parce que je me dis que si c'est continuer pour être aussi mal que ça, et puis ne rien avoir envie de faire, de rien faire de ces journées que de rester à la maison ou de végéter, je me dis que c'est pas la vie, quoi. C'est pas la vie de rester comme ça. Non, mais vous n'allez pas rester comme ça dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir une amélioration. Mais votre psychiatre, là, est-ce qu'il vous prescrit déjà des anxiolytiques? Mais j'en veux pas. En fait. C'est dommage en ayant des attaques de panique. Pourquoi vous n'en voulez pas? Je sais pas. Je prends quelque chose pour dormir. Je prends un somnifère pour dormir, plus les petits cachets qui se coupent en 4 là. Donc vous comprendrez le nom. Oui, mais ça c'est un anxiolytique, hein.
Ah bon, bah alors j'en prends. Ah bon, je savais. Oui, Je m'en rappelais plus. oui, Oh, il vous a dit que c'était quoi votre médecin? non, c'est parce Oui. que je confonds entre antidépresseur et Ah d'accord. Oui, non, Oui. je vous parle pas d'antidépresseurs. Ben, apparemment, vous n'êtes pas déprimé. Vous êtes plus angoissé que déprimé. Oui, je pense que Hein, c'est ça. c'est-à-dire que Oui. vous Oui. n'avez pas, vous n'êtes pas non plus toute la journée. Vous êtes replié dans votre chambre parce que l'extérieur vous angoisse, parce que vous avez des attaques de panique, mais C'est pas parce que exactement vous ça. êtes d'une humeur très triste. Je vous sens tonique, moi, dans votre façon de vous exprimer. Oui, bah, je peux être tonique. Vous voyez, là, ce soir, oui, ça va, parce que, en fait, de parler avec vous, ça me fait du bien, puis je suis plus sereine. Mais quelquefois, je sais que je pourrais pas vous parler de cette façon-là, vous voyez. Oui, mais vous voyez, ça, c'est un signe que pour une personne qui est anxieuse, qui est très anxieuse, même à un niveau élevé, le fait Oui. de parler de ce qu'elle ressent, de pouvoir mettre des mots, et vous le faites très bien, ça apaise son anxiété. Alors que quelqu'un qui est très déprimé, et même dépressif, ça n'apaise rien du tout. Dans les premiers Ah oui, temps, que en moi, tout ça cas. m'apaise quand même. Oui, mais c'est bien pour ça. Vous êtes et ça se soigne bien mieux. La dépression se soigne aussi, mais vous voyez, c'est ça. Simplement, d'ailleurs, il vous a prescrit un anxiolytique, donc c'est adapté pour ce que vous avez. Et puis, vous le voyez à quel rythme, votre psychiatre? Ah ben, je le vois une fois par semaine, là, depuis D'accord. quelques temps. Oui. Et quand Oui, vous allez le excusez-moi. voir, ça vous fait du bien aussi de parler de vous? La semaine dernière, quand j'y suis allée, je pense que le pauvre, il a parce qu'en fait, je pense qu'il fait psychiatre, mais plutôt psychiatre psychanalyste, vous voyez, plus dans cette méthode-là. Et quand je suis arrivée chez lui, je lui ai dit que j'avais rien à lui dire, et je me suis surprise à la fin de la consultation, mais j'ai pas arrêté de débiter pendant 3/4 d'heure, et il a pas pu en placer une. Enfin. Bon, ça veut dire que vous aviez en fait beaucoup de choses à lui Oui, dire. en fait, je crois que j'en ai beaucoup sur sur l'estomac à sortir, et puis. Oui. Oui. Voilà. D'ailleurs, vous vous remplissez. Hein. Oui, ça. La nourriture vient vous apaiser, vient combler ce manque. Alors, c'est vrai que c'est pas la solution idéale, semble-t-il, de vous retrouver chez votre mère, parce que déjà, elle mesure pas très bien un peu votre état, et elle vous dit de vous secouer, ce qui vous exaspère, même si elle doit être un peu elle-même anxieuse de vous voir dans cet état-là. Bon, elle est âgée, et puis pour vous, c'est un peu régressif de revenir dans cette situation. Alors parfois, c'est pas ça. Excusez-moi, c'est parce qu'en fait, ma mère, elle est très négative. Ma mère, elle nous a toujours montré des choses négatives. Ça ne va jamais. C'est oh là 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 là, ma petite fille, oh là 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 là. Les gens qu'elle a au téléphone, oh là là, c'est pas marrant, la vie, c'est pas marrant. Alors j'entends que des choses négatives toute la journée. Alors en moi-même, je rouspète, je me dis oh là là, mais c'est pas possible d'être négatif comme ça. Il n'y a pas une chose de positive, vous voyez ça. Oui. Et en même temps, mais je reste quand même. Et oui, vous revenez vers elle. Et ça, vous voyez ça, le fait qu'elle soit négative toujours comme ça m'énerve. Mais je me dis, mais pourquoi tu pars pas d'ici? Oui. Tu devrais partir. Et maintenant, je peux pas. Et c'est pour ça que et vous n'allez que votre lieu, votre appartement soit devenu un lieu stressant, c'est une chose, mais que vous ayez décidé de revenir près de votre mère qui vous plonge dans une grande colère, et cette colère, elle n'est pas nouvelle. Ah non, elle n'est pas nouvelle, non. Mais cette colère, le problème, c'est que là, vous la retournez un peu contre vous. Oui, mais j'ai bien, oui, je pense. Donc, c'est en me le disant que je le comprends, en fait. C'est que quand vous me le dire, là, en fait, là, je viens de le comprendre, qu'en fait, que je l'ai retourné contre moi. Ouais. Oui, donc il faut que vous arriviez à l'exprimer. Je dis pas à votre mère parce qu'elle est âgée, elle n'entendrait pas aujourd'hui ce que vous avez à dire, parce que c'est des colères qui remontent à votre histoire, votre enfance, et et finalement vous mettez dans une situation où vous êtes impuissante. D'ailleurs, vous vivez cloîtrée dans votre chambre, donc vous êtes chez elle mais cloîtrée dans votre chambre, donc il n'y a pas de communication, et ça doit d'autant plus vous irriter. Donc c'est vrai qu'à un moment, je crois que
outre le fait que vous fassiez ce travail sur vous-même avec votre psychiatre, et c'est très important parce que ça va vous permettre d'aller mieux, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose, dans la mesure où vous êtes en thérapie, à tenter, à creuser du côté de la réalité, c'est-à-dire à mettre en œuvre quelque chose pour... je vous dis pas de réintégrer votre appartement, mais à ce moment-là, voir comment faire pour vous trouver un lieu à vous. Oui, là, je pensais partir repartir chez ma fille, en fait, qui habite dans le Midi, pour me reposer et après refaire le chemin à l'envers. Au lieu de revenir chez ma mère, retourner chez moi après. Vous étiez bien chez votre fille ? Moyen. Oui, non, pas très bien, en fait. Ou alors, je me dis aller dans un endroit neutre. Bon, de toute façon, quand on est mal, vous savez, on amène son mal-être un peu partout où l'on est. Oui, il n'y a pas vraiment d'endroit de neutre. Hein. Non, oui. Alors, peut-être, ce que j'entends, c'est que vous trouvez un endroit où il n'y aura pas les souvenirs de votre mari. Certaines personnes ont besoin de ça. Certaines personnes ont, au contraire, besoin de rester dans cet environnement qui les sécurise. Parce qu'il a été le vôtre, le cadre de votre vie de couple. D'autres ont besoin d'opérer une rupture. Pour le moment, je dirais que c'est compliqué parce que vous n'allez pas bien, donc on ne prend pas de décision aussi importante que dans une période où on va mal. Oui, alors c'est vrai qu'en plus, vendre l'appartement, c'est radical. Vous pourriez, pour ne pas trop perdre, mettre un locataire en attendant. Oui, ça, je peux le faire encore. Bon, cela dit, vous, finalement, ce deuil que vous traversez et qui est douloureux va aussi être bénéfique pour vous, cette situation en tout cas, dans le sens où ça va vous permettre de régler des choses de l'enfance que vous n'avez pas réglées jusqu'à présent. Ah oui, mais ça, je sens bien que ces choses-là, elles me pèsent et que j'arrive... justement, je voudrais bien mettre des mots sur ce mal-être que j'ai depuis que je suis toute petite, quoi. D'avoir peur de tout, j'ai toujours peur de tout, alors que quand on me voit dans la rue... j'ai l'air d'être quelqu'un qui est très sûr d'elle. Physiquement, je suis pas trop mal. Alors, comme je fais attention parce que je me maquille, je fais attention à moi. En fait, je fais semblant, mais par contre, je peux pas me regarder dans la glace. Quand je me maquille le matin, c'est juste avec une toute petite glace pour pas me voir mon visage. Oui, mais en ce moment, vous ne vous supportez pas. Et puis, de toute façon, vous dites bien, vous avez peur de tout. Donc, c'est le fait que votre mari ne soit plus là, réactiver cette peur, mais qui est une peur qui, comme vous dites, vient de loin. Alors, en même temps, vous me dites votre mère tient des propos négatifs sur tout. Peut-être qu'elle-même est une grande anxieuse. Et un côté très pessimiste. Elle prend des médicaments elle a les soignés depuis 50 ans. Donc, c'est pas une présence réconfortante pour vous? Ah non, pas du tout, non. Non, pas du tout. Bon. Non. Mais en même temps, vous allez vers elle, comme une petite fille, comme la petite fille que vous étiez. Justement, je suis en train de lire le livre. Oui, pardon. Excusez-moi, je suis en train de lire le livre de Boris Cyrulnik. Oui. Lequel? Parce qu'il en a écrit beaucoup. C'est Sauve-toi, la vie t'appelle. Oui. Et c'est génial, en fait. Et je trouve que ce qu'il dit, c'est formidable. Et ça m'aide quand même. J'ai dit, il y a des livres aussi qui m'aident un petit peu à traverser. Et comment? Oui, il y a des lectures qui sont très apaisantes et qui aident. Mais vous voyez, même lire, je peux plus. J'ai lu une page et après je suis déconcentrée. Mais parce que c'est même pas que vous êtes déconcentré, c'est que vous n'êtes pas concentré à la base. Voilà, et forcément, parce que vous avez une anxiété très importante. Bon, alors il faut peut-être voir avec votre psychiatre quand même, en lui expliquant, comme vous me l'expliquez, que vous passez quand même le temps cloîtré dans votre chambre, que vous n'arrivez même pas à lire, à peindre, parce que ça serait important quand même que vous puissiez réinvestir la peinture, parce que ça serait une façon de combler ce vide. Vous avez cette sensibilité-là, cette grande sensibilité que vous pourriez justement exprimer de cette façon-là. Alors que pour le moment, vous avez... manuel, oui. Je suis très manuel. Je faisais des napperons en crochet qui étaient jolis. J'adore travailler avec mes mains. J'adore ça. Et là, depuis, je fais plus rien du tout. Mais rien. Bon, alors il faut voir quand même avec votre psychiatre pour essayer d'abaisser ce seuil d'anxiété qui est trop élevé et qui vous empêche de faire ce que vous aimez faire. Oui. Parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer. Bon. Et après,
il va falloir. Bon, c'est un moment de transition. Vous êtes revenu là, mais vous dites vous-même, c'est transitoire pour vous. Enfin, vous pouvez pas rester dans cette situation. Donc, Ah non, ça c'est sûr. et ne pas régler, ne pas commencer à mettre un pas devant l'autre par rapport à votre appartement, ça va pas. Arranger les choses. Non. Donc, il y a certainement. Ah mais je le sens, je sens très bien que de rester, que pour moi c'est très négatif d'être. Et vous pouvez peut-être l'appartement aussi à ce moment-là en profiter le temps que vous êtes chez votre mère pour l'aménager, faire des travaux de peinture, des choses comme ça aussi différemment. Ça peut jouer. Oui, j'y avais pensé, je voulais tout donner à Emmaüs et puis changer tout mon mobilier puis refaire ça. Mais pourquoi pas? Et là, vous pourriez justement profiter du fait d'être accueilli par votre mère, hein, qui, bon, elle est ce qu'elle est, mais en même temps, elle est là quand même pour vous, elle vous accueille, pour réaménager votre appartement à votre goût. Vous recréez un peu un cocon, un endroit où vous vous sentiriez, où vous pourriez retrouver une sécurité. Oui, peut-être que c'est une solution. Mais j'y avais pensé aussi à cette solution de tout refaire et de changer. Vous aménagez un coin où vous pourriez justement peindre, où vous pourriez, voyez, quelque chose d'un peu chaleureux. Oui, mais j'avais pensé à cette solution. Et par rapport, parce que si vous voulez, cette anxiété qui pour le moment vous dévore, il faut essayer d'abaisser un peu le seuil et puis vous pourriez la canaliser en agissant, en faisant quelque chose. Parce que cette nourriture que vous ingurgitez, c'est aussi une façon de remplir un vide, évidemment. Mais c'est aussi de la colère. Hein. Il y a de la colère dans ça, que vous refoulez, que vous réprimez, et vous vous vengez sur la nourriture. Ah oui, par contre, c'est vrai que je suis en colère après ma mère. Donc, la colère, vous pouvez l'exprimer, la colère que vous ressentez pour votre mère à l'égard, avec votre psy, et puis aussi en peignant. Enfin, vous avez vous voyez, on peut exprimer sur des tableaux, lancez-vous aussi dans ça. Oui, je vais essayer de faire des efforts. Oui, je vais essayer. Ça va peut-être. Non, c'est pas forcément en termes d'efforts, mais c'est vous donner quelques projets, parce que c'est pas que vous êtes sans volonté, c'est pas ça. Ah non, je manque pas de volonté, c'est que je suis remplie de bonne volonté. Le soir, je suis remplie de bonne volonté, et le matin, je suis une carpette, j'ai rien envie de faire. Bon, donc il faut vraiment en parler à votre psychiatre pour lui redire tous les symptômes quand même que vous avez, parce qu'il peut réadapter aussi votre traitement et que vous preniez pas simplement ce fameux comprimé juste à la demande comme ça, mais de façon plus régulière et peut-être aussi en vous donnant autre chose. Pour que vous alliez mieux, hein, c'est pas pour vous abrutir, pour vous assommer, c'est pour que vous soyez moins anxieuse. Et sachant, vous savez que la proximité de votre mère, c'est pas la meilleure des choses pour vous. Ah oui, ça par contre, je le sais très bien. Je le sais. Bon, donc, merci, Caroline. Ça veut dire qu'il faut essayer, par rapport à cet appartement, soit de le réinvestir différemment. Oui, oui, c'est vrai que... Je vous dis, j'y avais pensé, je m'étais dit, je ferais peut-être un petit coin. Enfin, je vous dis, comme il y a des meubles qui me plaisent plus. C'est le fait d'être seul aussi qui vous angoisse. Mais vous avez ce chat qui est là, c'est un compagnon aussi. Enfin, vous voyez, vous pouvez faire en sorte de... Ah oui, je voulais même prendre des étudiants, vous savez. J'avais pensé à prendre des étudiants à la maison. Pourquoi pas? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est le fait que je déteste la solitude et... je serais prête à prendre, pas n'importe qui évidemment, mais de prendre une personne que je connais pas beaucoup. Non, alors n'allez pas vous mettre devant de situations difficiles. Mais vous pouvez faire appel à vous savez, il y a des associations qui justement permettent à des personnes seules ou qui ont un logement assez important d'accueillir des étudiants. Donc pourquoi pas, ça serait une bonne idée parce que bon, l'étudiant n'est pas là pour tenir compagnie toute la journée parce que comme son statut l'indique, il a des cours, mais vous avez quelqu'un qui est là, vous n'êtes pas seul quand même dans la maison et vous pouvez, qui sait, avoir des relations sympathiques en plus, par moment partager des repas, enfin, vous voyez, en faisant en sorte que chacun garde son autonomie. Donc ça c'est une piste aussi.
Oui, Donc bon, en tout cas, dites-vous que c'est quelque chose de provisoire. Hein. C'est à un moment vous allez aller mieux, forcément. Il y a quelque chose qui ressurgit et qui est lié à ce deuil que vous traversez aussi, hein, Dominique. Oui, mais ce qu'il y a, Faut vous être voyez patiente. aussi, je m'excuse Caroline, mais vous voyez, les gens, moi, mon mari, ça fait pas 2 ans qu'il est décédé, ça fera que 2 ans au mois de juillet. Et en fait, je me rends compte que tant que les gens n'ont pas vécu une situation, enfin la perte de quelqu'un, ils peuvent pas comprendre. Parce que les gens qui me disent, allez, force-toi. Mais non, mais j'essaye de me forcer, mais c'est que j'y arrive pas. Non, mais vous ne pouvez. Je vous l'ai dit, c'est pas une question d'effort. Hein, c'est quelque chose. Vous ne pouvez pas pour le moment. Il faut pas vous non plus être trop exigeante vis-à-vis de vous-même. Il faut être un peu plus indulgente et patiente aussi. Mais en expliquant bien à votre psychiatre quand même toutes les conséquences que ça a pour votre vie. Sur votre vie, parce que il peut vraiment adapter votre traitement. J'ai rendez-vous jeudi. Et puis, vous conseillez de façon peut-être plus pratique, pragmatique dans ce quotidien. C'est-à-dire dire que vous vous rendez compte que rester comme ça chez votre mère, c'est pas une solution. Et vous aider, vous savez, un thérapeute, même s'il travaille... pas sur la vie concrète, mais plus sur vos désirs, vos fantasmes, vos rêves, peut à certains moments être quand même très concret quand la situation le nécessite. Hein. Mais il ne me parle pas beaucoup. Hein. C'est normal. Oui, mais... Il ne vous parle pas assez, pour vous. Oui, parce que j'ai déjà eu... Comme j'avais déménagé, j'avais une psychiatre avant et j'avais beaucoup plus de dialogue avec elle. Tandis que lui, quelquefois, il y a des blancs, vous voyez, alors je ne sais pas quoi lui dire. Dites-lui que, bon, en même temps, vous me dites que vous parlez beaucoup, vous, finalement. Oui, non, mais la dernière fois, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup, mais les fois précédentes, il y avait des blancs et je le regarde, je me dis, oh là, je vais lui dire quoi, alors... dites-lui quand vous êtes un peu angoissé, que les blancs vous angoissent. Vous pouvez lui dire, parce qu'il peut lui aussi adapter son comportement. Oui, bien d'accord. Oui, d'accord. Bon courage. Beaucoup, Caroline. Bon courage, Caroline. Dominique. Au revoir. Merci, c'est gentil. Au revoir. Merci. Au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21 65 centimes plus coût d'un SMS. Ah, pour être tout à fait honnête, il faut bien que je revienne sur cette soirée d'hier. C'est vrai que je reçois des messages qui montrent que vous n'aimez pas qu'on bouscule vos habitudes. Bon, il faut quand même vous dire qu'hier, vous avez peut-être oublié, nous étions le 1er avril. Voilà, c'était un poisson d'avril et un beau poisson d'avril, puisque beaucoup d'entre vous ont dit, Jean-Marie Bigard a fait preuve de beaucoup de bon sens, d'ouverture d'esprit. Ça a été, comme le dit Gabriel, une expérience inédite. Alors, voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte, parce que j'en vois parmi vous qui me font même un procès d'intention en disant pourquoi vous êtes-vous lancé là-dedans. Non, écoutez, il faut quand même, justement, l'exercice était difficile et moi, je peux vous dire qu'il était à l'écoute, eh bien, je trouve qu'il s'en est tiré avec beaucoup de talent. Et voilà, c'est une expérience comme ça. Il n'y a pas lieu d'en faire un fromage. Hein. Allez, on va accueillir maintenant Francine est avec nous. Bonsoir Francine. Bonsoir, bonsoir. Caroline. Merci bonsoir. de m'écouter. Vous êtes gentille, ça va je pense que ça va me faire grand bien. Voilà. J'espère. Oui, c'est certain. Bien écoutez, voilà, je suis âgée maintenant, j'ai 79 ans. Je me suis mariée avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui m'a beaucoup déçue, tant bien que mal. Ça s'est poursuivi. Je l'ai quand même quitté parce que j'étais toujours toute seule et ça se passait très très mal quand même. Je suis partie, j'avais mon fils qui avait 18 mois. Pauvre gamin, elle avait rien demandé à personne. Je suis partie avec un homme très beau, très séduisant et qui, à la limite, aurait bien gardé la mère et repoussé le fils. J'ai quitté cet homme pour retourner à la maison. Je me suis dit que c'était mieux que mon fils et son père, etc., etc. Ça s'est passé en 60, donc c'est vieux. Mais après, tant bien que mal. Mais j'ai maintenant ce coup de fil, c'est pour vous demander un conseil et votre aide, parce que je vis dans la rancune. Ça devient obsessionnel. Mais il faut que je vous dise pour votre gouverne que, toujours au risque de me répéter, tant bien que mal, la rancune installée...
c'est pas très plaisant, mais j'ai fait avec. Mais il y a eu un signe déclencheur l'année dernière, c'est que j'ai entendu mon époux parler à une dame, et si je lui parlais comme ça, c'est que elle l'a certainement pas repoussé. Il lui disait: as-tu trouvé ma rose sur ton pare-brise? Tu sais, ma chérie, la première rose de mon jardin, c'est pour toi. Ah, t'as été chez le coiffeur, tu vois, toute belle. Et il avait une voix tout à fait amoureuse et très émue. Il y a une chose que je n'ai pas bien compris, Francine. C'est-à-dire, vous êtes toujours avec cet homme? Oui. D'accord. Ça ne s'est pas bien passé, je dois vous dire. C'est pas une belle vie, on va dire. Bon, tant bien que mal. Seulement, moi, Non, mais parce que vous me parlez des années 60, donc là, si vous voulez, et vous êtes dans une rancune toujours terrible vis-à-vis de lui. Oui. Et pourquoi vous restez à ses côtés alors? Parce que j'ai peut-être pas le courage de. Alors, en 60, j'avais qu'un enfant. Après, j'ai fait 3 enfants. J'en ai fait 2 avec un rapport physique avec mon époux. Après, comme j'étais assistante maternelle, j'ai eu la chance de pouvoir adopter un 4e enfant, ce qui fait que j'ai 2 fils et 2 filles. Je vous dis pas que c'est bien. J'ai pas eu le courage de m'en aller. Je me suis sentie toute seule. Je me suis partie une fois, j'ai vu ce que ça avait donné. En plus, j'étais condamnée par avance par la famille, par tout le monde, parce que j'avais quitté mon époux. Ça s'est fort mal passé. Cela dit, j'ai continué la vie tant bien que mal. Et puis, mon mari, en parole, est quelqu'un de très blessant, très, très blessant. Il me dit encore des choses qui sont blessantes. Oui, donc le contraste est d'autant plus saisissant avec ces mots doux que vous l'avez entendu dire à une autre femme. Oui, voilà. Oui, vous pensez qu'il a justement une autre femme dans sa vie ? Écoutez, une autre femme dans sa vie, mon mari a 81 ans. Pour avoir une autre femme dans sa vie, je ne voudrais pas... cette femme, en l'occurrence, là, qui l'ouvrait... Parce que cette histoire de Rose, c'était il y a combien de temps ? Il y a l'année dernière. C'est ça, c'est bien, j'avais bien compris que c'était l'année dernière. Bon, même si c'est une histoire... C'est-à-dire le contraste, même s'il se passe rien avec cette femme et que, il fantasme sur elle, c'est qu'avec elle, il se montre tendre, il avait une intonation de voix, alors qu'avec vous, il a toujours des propos blessants. Ah oui. Qu'est-ce que vous lui dites quand il est blessant comme ça avec vous? Alors justement, c'est ce que je disais à votre assistante. Moi, j'ai quand même des réactions bizarres. Lorsqu'il s'agit de ma famille, que ça a été ma mère, ma sœur, ma fille, ce sont 3 femmes qui m'ont quand même fait souffrir. Mes beaux-parents, mon mari, ma famille, on va dire. Je vous assure, Caroline, que c'est vrai. Dès qu'il y a un conflit, une parole blessante, je bouge plus, j'arrive plus à parler, je suis carrément en sidération et je n'arrive pas à sortir un mot. Alors, ce que j'appelle les gens qui m'agressent s'en vont, font leur petite vie. Moi, je reste là avec ma rancœur. Et je pose des questions, mais 3-4 jours après. Voilà. Oui, mais c'est justement le problème, il est là. Oui, parce que ça se retourne contre vous. Il vaudrait mieux que vous puissiez, que vous répondiez sur le moment, en disant même simplement, si vous n'arrivez pas à que le conflit vous tétanise, à pouvoir dire moins que ça vous blesse et qu'ils arrêtent. Non. Bon, au lieu de ça, c'est vrai que vous ressassez tel un poison là. Oh là, je m'empoisonne. Bah oui, mais en plus, si vous voulez, il y a quand même une chose qui me surprend quand vous dites que vous avez 3 femmes qui vous ont fait souffrir et vous mettez dans le même lot votre mère, votre fille et votre sœur. Or, quand même, elles n'ont pas les mêmes places. Elles n'ont pas les mêmes places, non, mais certainement que je suis sensible à l'amour que j'aurais voulu avoir de ces gens-là. Et ces gens-là ? Oui, de ma mère, ma sœur et ma fille. Oui. C'est pas n'importe quel genre. Non. Mais ce sont des gens quand même, ce sont des personnes. Oui, mais vous, dans cette histoire, parce que on vous sent très en attente et en même temps très... vous n'arrivez pas à exprimer votre propre agressivité que vous faites là, finalement, en parlant de votre mère, de votre fille et de votre sœur. Non. Vous en parlez de façon, en montrant bien que vous n'êtes pas satisfaite. Oh, absolument. Bon.
Alors quand moi, on va dire, à la limite, on pourrait dire que je suis une dépendante affective, mais c'est quand même pas un trait de caractère que l'on peut montrer du doigt, être dépendant affectif. Non. Affectif. Oui, mais vous savez, c'est une façon de noyer un peu le poisson, si je puis dire, de mettre comme ça un terme. Une appellation sur sa personnalité, parce qu'on se réduit jamais à une définition telle qu'elle soit. Bon, donc ça règle pas les choses, et votre façon d'être avec, en l'occurrence, votre mari, ou quand il est blessant, quand il est humiliant vis-à-vis de vous, vous n'arrivez pas à réagir. Il serait peut-être temps d'apprendre à réagir. Écoutez, je sais pas. Alors, c'est tellement obsessionnel que ça devient... J'ai même perdu le sommeil depuis l'année dernière, c'est vous dire. Ah oui. Alors, mais dès qu'il s'agit de ma famille, même, voyez-vous, j'ai mon petit-fils qui habite pas loin de chez moi, là, eh bien, il a tendance à être un petit peu arrogant, à être blessant. Eh bien, ça se passe de la même façon. J'ai l'impression d'être humiliée, de subir. Je me réveille au bout de 2-3 jours et après je dis j'aurais dû dire ci ou ça. Alors est-ce que vous pouvez pas le faire, tant pis, même 2-3 jours après, mais sans au moins de dire que vous en avez assez des propos comme ça blessants. Il y a peu de chances, je ne vous cache pas, Francine, il y a peu de chances que votre mari change. C'est pas votre mari qui va changer. Vous voyez, on n'arrive pas comme ça à ces âges-là où tout d'un coup on va espérer que d'un coup de baguette magique votre situation va changer. Alors qu'est-ce qui fait que vous là, vous m'appelez parce que vous ne supportez plus? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous appelez? C'est que vous avez quand même envie qu'il y ait quelque chose qui change, qui bouge. Oui, j'aurais envie que quelque chose change, mais on peut pas faire changer les gens. Ils sont comme ils sont, mais ils me conviennent pas. À savoir que ça me fait souffrir. Oui, mais Francine, quand vous dites les gens, voyez, c'est quand même des gens qui vous sont très proches, votre mère, votre fille, votre sœur, votre mari, et vous êtes en conflit avec tout le monde. Donc, il y a aussi votre façon d'être avec eux qui pose question. Comment se fait-il que vous soyez en conflit avec toutes les personnes de votre famille? Je ne parle pas de votre mari, je le mets un peu à part, lui. Oui. Parce qu'une relation de couple, c'est particulier. C'est particulier, tout à fait. Mais, vous savez, moi, je suis quand même quelqu'un de gentil. Je suis persuadée, voyez-vous, Caroline, si par exemple j'avais vis-à-vis de ces personnes dont je vous parle un comportement qui pourrait laisser à penser que je suis la cause vraiment, que j'ai manqué, enfin qu'il y a un défaut ou un comportement qui pourrait justement les inciter à être comme ça. Vous voyez, si j'étais, et je vous le dirais, je vous demanderais de m'aider pour ne plus être comme ça. Mais là, je suis quelqu'un de gentil. Je suis vraiment quelqu'un de gentil. Oui, mais le problème, justement, Francine, c'est que vous avez un rapport avec l'agressivité, en ce sens que vous ne savez pas, vous n'en exprimez pas assez. Or, par moment, c'est important aussi de pouvoir se défendre, notamment quand on reçoit des attaques. Oui. Donc, vous dites que vous êtes... Moi, je vous crois tout à fait quand vous me dites que vous êtes quelqu'un de gentil. Mais le problème, c'est qu'après, quand vous avez des personnes qui ne le sont pas en face de vous, vous ne réagissez pas. Et du coup, après, vous ruminez de façon obsessionnelle pendant des semaines, des mois, des années. Des années, voilà. Bon, donc, si vous voulez, à un moment, vous pouvez, on peut toujours avancer même d'un pas de côté par rapport à ce que l'on est, pour dire, au moins, ça surprendrait votre entourage si vous vous prononciez. C'est-à-dire, en premier lieu, votre mari, puisque c'est lui que vous côtoyez tous les jours, en disant, je te demande de ne pas me parler de cette façon-là. Il serait certainement surpris puisque je sais pas, plus de 50 ans de vie commune, vous l'avez jamais fait. Non. Donc, vous voyez, vous n'allez pas le changer, lui, fondamentalement. Vous, puisque cette situation vous fait souffrir, vous pouvez essayer de faire ce pas de côté. Essayez au moins. Oui. Vous pouvez. Après, vous verrez bien quelle sera sa réaction.
Mais peut-être que déjà, vous en tirez une certaine fierté en disant j'ai pu le faire. Oui. Je ne me laisse pas faire. Parce que c'est pas facile. Non, mais c'est pas facile, mais c'est pas facile non plus. C'est pas simple pour vous de rester comme ça à ruminer comme vous le faites. Bon. Non. Et d'en perdre le sommeil. J'ai perdu le sommeil et les pensées sont négatives. Alors je pense aux propos, je pense au comportement de l'un et l'autre, et je me suis même aperçue que j'avais le visage froncé, même dans la journée. Moi qui suis plutôt souriante, et c'est vrai que je suis quand même. Vous êtes plutôt sombre là, oui. Voilà. Alors je m'aperçois aussi que j'ai les yeux froncés. Vous êtes contrarié. Bon. Oui, voilà. Bon, alors essayez de parler comme vous le faites avec moi, et au moins en disant si vous ne voulez pas répondre à l'attaque par l'attaque, ce que je comprends, mais vous pouvez au moins. Oui, mais pas une vie, hein. C'est pas une vie non plus de subir. Non. Donc, vous pouvez au moins demander à être respecté. Parce que finalement, si vous mais parce que vous ne vous faites pas respecter. Oui. Mais vous laissez, c'est à vous de mettre des limites aussi. Oui. Mais c'est pas bien parce que comme je suis quelqu'un, je ne suis pas obséquieuse, hein, attention, je suis gentille naturellement et comment vous dire, moi je dis si on vit pas dans la paix et dans la gentillesse, c'est pas une vie possible. Et là j'ai affaire justement, voilà. Mais bon. J'ai bien compris, mais le problème c'est que être gentil avec des gens qui le sont avec vous, très bien. Maintenant, si on se permet de vous agresser, vous avez le droit de répondre. C'est désolant, hein. C'est désolant. Oui, mais vous vous désolez de toute façon de subir. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux ? À un moment, peut-être agir. Oui. Ouais, bon. Je savais que si je vous appelais, j'aurais, ça va me stimuler ce que vous me dites là. Je suis en train de bien m'imprégner et je penserai à vous. Et voilà, je pense que au moins parce que ça peut surprendre, ça va surprendre certainement votre mari de voir que vous réagissez. Ah oui. Bon. Ah oui. Bon, je marche pas le dos courbé. Alors parce que vous n'allez pas le changer maintenant, il a 81 ans, vous en avez 79, vous pouvez soit vous le quitter, parce qu'il est toujours possible après tout de partir, ou alors vous vous affirmez et vous faites en sorte de ne pas vous laisser affecter comme ça. Mais c'est que vous ne vous faites pas suffisamment respecter. Donc après tout, il est jamais trop tard pour commencer. C'est le mot employé. Bon, pour quitter, j'y avais pensé, mais j'ai pas une retraite suffisante, j'ai pas assez d'argent alors. Voilà. Alors faites-vous respecter davantage. Eh bien, Caroline, vous aurez moins de colère en vous. Voilà. L'entretien n'a pas été très long, mais très productif. Je vous en remercie. Voilà. Bon courage. Ça m'a réconforté. Un grand merci, Caroline. Tant mieux. Au revoir, Francine. Et j'ai apprécié l'accueil au standard. Hein. Oui, merci pour Jeanne et Paul. Au revoir. Au revoir. 39 21 34 centimes la minute. Some nights I stay up, cashing in my padlock. Some nights I call it a draw. Europe 1. La libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Alors des messages pour Francine qui arrive au 7 39 21. Quelqu'un dit faites-vous respecter, ne soyez pas victime et vous allez voir, ils vont être doux comme des agneaux. J'ai subi le mépris pendant des années et depuis que je ne me laisse plus faire, tout va bien. Joséphine dit aussi soyez fiers, gardez la tête haute en toutes circonstances. Et Ninon qui dit vous savez l'agressivité est nécessaire à la survie dans le règne animal. Alors il y a différents degrés évidemment. Il ne s'agit pas de devenir un pitbull, mais en tout cas, il est important de se faire respecter. Sinon, et de se respecter soi, parce que si on ne se respecte pas soi, on a beaucoup de mal à se faire respecter par les autres. Ça paraît basique. Allez, on va accueillir maintenant Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir, Caroline. Oui, pour la personne qui était avant, je lui suggère un livre Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ah oui, de Thomas d'Azembourg. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un bon choix. Vous avez raison. Oui, et ça aide. Hein. Vous y avez puisé des conseils précieux. Oui, et même exercer à faire des choses qui préconisent comment se positionner et tout, voilà. Ça aide. C'est vrai. Oui, alors moi, c'est
voilà. Bon, j'ai 68 ans et ma mère est décédée en 80 et le 31 décembre 80, on va chez le notaire après l'enterrement et toute la famille est réunie, ainsi que des cousines, voilà. Et on commence à lire le testament et tout de suite, je déshérite ma fille Marie. Ah bon? Je croyais qu'on n'avait pas le droit de déshériter ses enfants. Ah ben non, mais le testament était fait comme ça. Elle l'avait écrit comme ça. Oui, elle avait, de toute façon, ses paroles, l'avait écrit comme ça. Vous l'avez pris comme une gifle, oui. C'est un gouffre, Vous l'avez découvert chez le notaire? Oui, je n'en savais rien, ni personne. Mais alors, je sais pas, c'est une gifle. Oui, c'est violent. C'est comme si vous êtes rejeté. Et bon, bien après avec mes frères et sœurs, il a été convenu qu'on ne tenait pas compte de ça et on a fait le partage équitablement. Hein. Mais à mes cousines, elle avait été tutrice de ces jeunes femmes et elle leur donnait une maison. Vous arrivez à en rire des années après, quand même. Oui. Alors moi, je vous appelle parce que cette histoire, moi j'ai eu ma part, les cousines elles ont eu, et puis basta, on n'en parle plus, et moi je fais ma vie, et puis c'est bon. Hein. Et puis mes frères et sœurs ont convenu qu'on n'en tenait pas compte. Vous voyez ? Oui, ça c'est important pour vous, qu'il y ait eu, que vos frères et sœurs, justement, aient rétabli c'est l'équilibre un peu entre vous. C'est-à-dire que vous ayez cette reconnaissance-là, si vous ne l'avez pas eu de votre mère, de vos frères et sœurs, parce que c'est avec eux maintenant que vous avez des liens, j'imagine. Oui. On va continuer à se parler, Marie. Ce sera après le journal de minuit. Donc vous ne raccrochez Caroline. Pas, je vous dis à tout de suite. Nous sommes ensemble et en direct pour une heure pendant laquelle vous pouvez appeler le 39 21 pour me parler de vous et aussi pour réagir bien sûr aux différents témoignages. Vous pouvez le faire par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Marie, vous êtes là ? Oui. Alors Marie, vous nous parlez d'un héritage dans lequel vous avez découvert chez le notaire que votre mère voulait vous déshériter. Oui, elle me déshéritait dans son esprit. Alors vous avez dit en même temps, Marie, que vous vous êtes sentie évidemment extrêmement rejetée et comment ne pas l'être. Mais est-ce que ça a été une surprise pour vous ? Parce que pour que elle arrive à écrire ces mots en sachant que on vous les dirait, il y a quelque chose de très violent, puisqu'en plus elle n'était plus là pour que vous puissiez vous en expliquer avec elle. Oui. Est-ce que ça a été une surprise ou est-ce que de toute façon vous saviez que la relation avec votre mère était difficile ? La relation avec ma mère était difficile, mais ça venait d'elle, il n'y a pas de... Oui. Voilà. Alors, c'est souvent le parent qui initie la relation au départ. Comment ? C'est le parent qui initie la relation au départ avec l'enfant. On m'a volé mon enfance, on m'a volé mon adolescence, ma jeunesse. J'ai été une enfant maltraitée. Par votre mère ? Ma mère, mon père. D'accord. Les deux. Et vos frères et sœurs étaient maltraités également ? Oui. Et moi, j'ai été aussi maltraitée par mes frères et sœurs. J'ai eu de bonheur, dès l'âge de 4 ans, la charge de mes autres frères et sœurs. Vous étiez l'aînée ? J'étais la deuxième. Le premier, c'était le garçon, donc... Oui, en tant que fille, vous revenez la charge d'éduquer, de prendre en charge l'éducation de vos frères et sœurs. Oui, et
puis mes parents étaient commerçants ambulants. Oui. Donc, ils étaient sur le marché. Donc, moi, j'étais dans le camping, la caravane qu'on dit maintenant, quoi. Hein. Et j'ai dû... j'avais la charge, j'étais toute la journée avec eux. Et puis, mais de bonheur, hein. De bonheur. J'étais... Très longtemps, je me suis considérée comme un sage savant. Pourquoi dites-vous ça? Comment? Pourquoi dites-vous ça, singe savant? Parce que j'ai dû apprendre très très vite les choses. Et j'ai dû apprendre à faire plein de choses, tout, chauffer un biberon, donner un biberon, emmailloter, consoler, et alors, faire le vous aviez un ménage, rôle de maman, vous aviez ce rôle maternel. Comment se fait-il, ce qui vous donnait des responsabilités, mais ce qui aussi vous valorisait au sein de cette fratrie Comment se fait-il que vous ayez été à un moment maltraité à votre tour par vos frères et sœurs? Mes frères et sœurs, voilà comment je l'explique. Hein. Eux-mêmes étaient maltraités. On a été mis au travail de bonne heure. Ils avaient de la pression, moi je pense. Hein. Et j'ai été le bouc émissaire. Et puis j'ai 2 frères qui viennent après moi. Ils ont 1 an d'écart, à peine, même pas 1 an d'écart. Donc c'est presque des jumeaux. Et j'étais censée, moi, les commander. Or, j'étais petite de taille, je suis restée de toute façon, et eux ont grandi tout de suite, plus vite que moi. Oui, mais ça explique qu'ils se soient retournés contre vous, parce que vous aviez une place trop écrasante, qui n'était pas... Enfin, vos parents vous ont donné une mission, évidemment, c'est pas vous qui l'avez prise, qui n'était pas la vôtre, et qui était écrasante, comme si il vous revenait la charge d'éduquer vos frères et sœurs, de mettre des interdits, enfin, ce que font les parents, et les enfants... déjà cherche à contester l'autorité des parents, mais encore plus si cette autorité est incarnée par un frère ou une sœur. Oui, et puis nos parents étaient tellement sévères, tellement durs, vous voyez, on n'allait pas se rebiffer contre eux. Bien sûr, ils étaient plus que sévères et durs, vous me dites qu'ils étaient maltraitants. Oui, ils étaient, mais il y a eu des voisins qui se sont plaints à mes parents que j'étais maltraitée par mes frères et sœurs. Une fois, j'ai dénoncé mes frères et sœurs. Quand ils ont commencé à battre mes frères et sœurs parce que ça les gênait, moi, je me suis mise à pleurer et puis je me suis juré que jamais plus je pourrais être maltraitée par mes frères et sœurs, mais je ne dirai plus. Je ne veux pas combattre mes frères et sœurs. Vous voyez ? J'ai pris ce rôle, et puis j'ai pris ce rôle de protecteur de toute la famille, même de mes parents, parce qu'ils avaient des faiblesses que je sentais, etc. Quoi. Vous voyez ? Et alors avec ma mère, j'étais très fusionnelle avec ma mère. Même tout. Ah oui. Mais remarquez, vous savez, les enfants maltraités sont toujours en attente. Hein. Voilà. Attente même d'une petite miette d'attention va leur paraître merveilleuse. Hein. Ah oui. Un semblant de sourire et puis c'est mais bien sûr, mais oui. Un bras sur une épaule qui veut rien dire. Mais on attend, on quête. Vous restez à quêter, à mendier tout. Oui, une promesse qui sera jamais tenue, mais on croit à cette promesse. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un peu apaisé par rapport à ça? Oui. Bon, j'ai fait un travail sur moi-même. Oui. J'ai revisité cette enfance et ça a été douloureux parce que j'ai revisité tout ça. Et heureusement. Comment? Heureusement. Oui, et à un moment donné, il a fallu. Oui, je comprends, oui. Voilà. Quels sont vos liens avec vos frères et sœurs aujourd'hui? Puisque vous dites que, justement, on comprend mieux aussi qu'au moment de ce passage chez le notaire, où votre mère vous déshéritez, vous d'ailleurs, hein, c'était pas vos frères et sœurs, c'était vous, mais qui aviez aussi cette place très particulière en tant que fille et fille aînée. À quoi ça la renvoyait à elle de son histoire? Oui. Peut-être, je ne sais pas. Mais vos frères et sœurs ont tenu à vous rendre hommage, à rétablir aussi l'injustice qu'ils vous avaient fait subir. Ils étaient eux-mêmes victimes. Hein. C'est terrible quand un enfant est maltraité et parfois devient à son tour, les frères et sœurs deviennent à leur tour maltraitants. Mais ils ne connaissaient que ce mode de relation. Voilà, et il y avait plus que ça.
il y avait de l'inceste dans la fratrie. Et les 4 autres, parce que nous sommes 5, les 4 autres ont eu l'inceste. Et moi, je l'ai appris. Ma sœur, un jour, est venue chez moi avec une copine qui avait subi l'inceste de son père. Et elles m'ont tenu toute la nuit en me racontant. Et puis, je me suis sentie exclue de la fratrie, vous voyez. Et j'ai demandé, mais pourquoi moi, j'en ai pas fait partie? Ils m'ont dit, c'était des incestes entre... T'avais l'image de la mère. Oui. Oui, il y avait quand même ça. Mais sinon, c'était entre eux, c'était entre les enfants. C'était entre eux. Donc, il y en avait un qui surveillait, et puis il m'a raconté. Et puis après, de mes autres frères, j'ai demandé. Et puis... mais vous avez grandi au sein d'une famille qui qui n'était de famille que le nom. Il y avait aucun... vous étiez soumis, ce qui est terrible, à la loi du plus fort. Vos parents faisaient régner la terreur en vous maltraitant, vous et vos frères et sœurs. Donc, ça montre quel exemple ça montre aux enfants que c'est par la terreur qu'on s'impose. On voit bien, quand les parents sont à ce point défaillants dans leur rôle de parents, ça peut donner les pires extrémités. Et effectivement, pourquoi pas, à ce moment-là, ce sont de l'inceste entre frères et sœurs, ce sont les parents qui posent les interdits. Alors, ils le disent pas de façon explicite en disant qu'effectivement, on ne couche pas avec ses frères et sœurs. Mais les interdits, ils sont quand même... Eux, ils sont là en donnant l'exemple déjà. Or, l'exemple qu'ils donnaient, c'était de la brutalité, on s'impose en faisant régner la peur. Oui. Et puis alors bon, ma mère, elle a eu une crise d'hémiplégie en 72. Et moi, je revenais, j'avais travaillé 2 ans en Afrique bénévolement, et je revenais d'Afrique et elle tombe paralysée. Elle avait monté un petit magasin et mon père voulait liquider le magasin et moi j'ai dit non. Comme j'arrivais, j'avais pas d'emploi, je me suis dit non, je prends le magasin parce que maman, quand elle va revenir, c'est toute sa vie le commerce. C'était sa vie, quoi. Il n'y avait pas autre chose. Et j'ai dit, je tiens le commerce. Et puis, avec mon père, il m'a trahi, enfin, il y a eu une trahison, bon, ce serait trop long. Bon, je suis partie. Et puis, à un autre moment, ma mère, elle a été hospitalisée, elle avait le cancer généralisé, et elle avait ce fameux commerce, mais elle avait un système pour payer ses créanciers, ses fournisseurs, qu'elle avait toujours eu dans sa vie. Et moi, j'ai pris l'affaire en main pour régler tout ça avant qu'elle meure. Mais voilà, il a fallu que j'aille vers elle en lui disant « Donne-moi les factures, donne-moi ceci ». Elle avait tout dans son sac, enfin, à l'hôpital. Bon, et j'ai dû parfois montrer la grosse dent. Ça sans l'insulter, mais en prenant son sac et en l'ouvrant, vous voyez. Donc, mais il fallait bien régler les choses. Mais bien sûr qu'il fallait les régler. Voilà. Mais si vous voulez, du coup, vous deveniez là le bouc émissaire, parce que c'est vous les rôles se renversaient, mais dans les faits, ils étaient renversés dès le départ, alors que vous étiez petite fille. Oui. Mais vous repreniez l'autorité sur elle. Elle ne l'a pas supportée. Non. Et puis à une époque de ma vie aussi, mes frères et sœurs, au lieu parce que on nous a mis en pension. À 7 ans, on m'a mis en pension. Mais de toute façon, quand je vous écoute, pardonnez-moi de vous interrompre, mais je me dis cet héritage, de toute façon, c'était peut-être le plus beau cadeau qu'elle puisse vous faire, de vous déposséder de cet héritage, parce que on voit quand on vous entend que vous avez suivi, vous, un chemin très différent de celui-là. Vous avez pu vous construire et vous structurer malgré cette enfance-là. Oui, je pense, oui. Donc vous n'avez pas hérité de toutes les névroses parentales, je dirais. Oui, j'ai fait le choix. Alors je suis célibataire. Vous avez fait le choix, oui, vous avez fait. Et puis j'ai fait un choix aussi vers l'âge de 25 ans de ne pas avoir d'enfant. Oui. Je me suis enfermée dans dans ma chambre, 8 jours, et là je me suis mise. J'ai beaucoup médité. J'ai pensé, je n'ai fait mais que vous ça. Savez, faire le choix... J'ai décidé de ne pas avoir d'enfant. Oui, mais en connaissance de cause. Mais oui, mais forcément. Parce que j'aurais reproduit.
peut-être. Je n'avais pas fait ce chemin-là. Peut-être pas, mais vous aviez peur de reproduire et vous avez été très maternelle en faisant ce choix. Mais je ne doute pas. Mais vous avez été très maternelle en faisant ce choix-là de dire je ne prends pas le risque de mettre un enfant au monde parce que vous aviez peur de faire porter, de lui faire peser cette histoire traumatique. En cela, même si vous n'avez pas eu d'enfant, vous avez manifesté une attitude très maternelle. Oui, et j'ai travaillé beaucoup auprès d'enfants. Cet après-midi, j'étais dans une maternelle à faire de la lecture aux enfants. Vous voyez, j'ai beaucoup travaillé auprès d'enfants et je me suis réparée en allant travailler auprès d'enfants. Et oui, bien sûr. Je suis retournée directrice d'un internat et là, j'ai ouvert dans le même contexte où j'étais. Pratiquement, pas dans le même établissement. Et là, j'ai ouvert l'internat, que le mien était fermé, c'était une prison. Et j'ai ouvert l'internat. J'ai permis aux jeunes de faire des booms, une fois par mois, enfin bon, plein de choses. Donc même si vous n'avez pas eu d'enfants, vous vous êtes occupé d'enfants à qui vous avez porté beaucoup d'attention. Oui, et après je me suis occupée de centres de loisirs et donner du plaisir dans un quartier d'une ville là, le plus sensible, hein. Voilà. Et puis, j'ai ouvert aussi ce centre au quartier, faisant partie. Vous avez montré une sensibilité, une acuité particulière aux questions de l'enfance, et pour cause. Donc finalement, ça a été un beau parcours. Le vôtre. Oui. Et c'est que quand j'ai fait ma thérapie, ou même il n'y a pas très longtemps, que j'ai compris qu'en fait, tout ce parcours que j'avais fait, c'était qu'une réparation. Mais en créativité. Exactement, c'est-à-dire que ça a été une façon de reconstruire votre histoire différemment et justement vous parliez d'héritage au début de votre témoignage. Vous, de cette histoire-là, vous l'avez transformée en donnant quelque chose de bon et qui permet aux enfants d'aller de l'avant et de se construire. Donc finalement, sur ce terreau qui au départ était pas très fertile et qui aurait pu complètement vous rabougrir, vous en avez fait quelque chose de très positif. Oui, je pense. Donc, parfois, ça montre votre parcours que même avec des histoires, des débuts de vie très lourds, on peut arriver à les transformer et en faire une force. Oui. Que vous avez fait en tout cas. Oui. Alors moi, merci pour ça de nous en avoir parlé. Oui, vous Caroline, vouliez... je vous avais appelé parce que bizarrement, tout ça, c'était, c'était bon, ça existait, c'était point. Hein, c'était fini, voilà. Et tout d'un coup, il y a 15 jours, 3 semaines, cette histoire d'héritage m'est revenue récurrent en me disant mais pourquoi elle a fait ça, pourquoi, et je me posais plus cette question. C'était comme ça, c'était à elle. Ça m'a pas très étonnée parce que d'une part, à une époque de ma vie. Oui, mais vous l'avez dit, c'est normal que ça vous interroge et que ça vous perturbe et qu'il y ait des moments où ça remonte à la surface. Parce que même si vous vous êtes réparé dans votre parcours de vie en travaillant auprès d'enfants, il y a quand même un peu quelque chose qui reste, et notamment qui reste beaucoup chez beaucoup d'enfants maltraités. Cette attente à un moment de reconnaissance, cette demande d'amour. Bon. Mais votre mère, elle a eu, j'imagine qu'en thérapie, vous avez dû le travailler, on ne devient pas maltraitant comme ça par hasard, ce qui ne justifie pas, évidemment, les actes de maltraitance. Et bon, pourquoi vous, c'est-à-dire qu'à un moment, vous dites bien, de toute façon, ça peut être même à la fin de sa vie, au moment une espèce de vengeance, de quelque chose ou quelle règle de son histoire à elle aussi d'enfant, à travers vous, à travers l'image de la fille aînée que vous incarniez. Oui, puis mes frères elle m'a reproché d'avoir pris l'amour de mes frères et sœurs, mais elle me l'avait donné. Oui, mais bien sûr, c'est-à-dire qu'elle vous a donné cette possibilité, enfin, ce qu'elle ne pouvait pas transmettre, elle vous a chargé, vous, de le faire, mais pour mieux vous le reprocher après, comme si vous aviez pris sa place, mais place qu'elle ne pouvait pas tenir. Mais du coup, c'est toute son ambivalence, c'est-à-dire qu'elle a senti en vous que vous pouviez, c'était à vous de vous occuper des frères et sœurs, et
en même temps pour mieux vous le reprocher. Mais parce qu'elle était dans cette impossibilité, elle ne pouvait pas aimer. Vous savez. C'est la grande différence. Et elle avait peut-être perçu ça chez vous, finalement. Peut-être. Mais elle ne savait pas. Il y a des personnes qui ne savent pas aimer. Oui. Et qui, finalement, c'est d'une profonde tristesse. C'est lié à leur histoire. Et malgré vous, cette histoire-là, vous savez aimer, vous savez donner. Et vous avez certainement, même en n'ayant pas eu d'enfants, vous avez été très maternelle. On peut avoir des enfants, mettre des enfants au monde et ne pas être du tout maternelle. Oui, c'est pas, vous savez, mettre un enfant au monde, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Après, l'aimer, le suivre, le porter, l'éduquer, c'est beaucoup plus difficile. Bon, donc vous avez été maternelle à votre façon, c'est ce qu'il faut vous dire, et pas trop vous tourmenter avec le reste. Mais ça se comprend que forcément, à certains moments, cette histoire remonte parce que même si vous vous êtes réparés, il y a des blessures d'enfance qui restent quand même, qui nous suivent. Hein. Oui. Merci en tout cas de ce témoignage, Marie. Merci de m'avoir écoutée. Je vous en prie. J'ai beaucoup aimé la prestation de Jean-Marie. J'ai vraiment pris du plaisir. Mais écoutez, je vous en remercie. C'était, vous savez, je l'ai trouvé très respectueux vis-à-vis des auditeurs, vis-à-vis de émission qu'il écoute, qu'il connaît bien. Il voulait rendre un hommage à cette émission et c'était un autre Jean-Marie Bigard que vous avez pu entendre. Exactement. Derrière le personnage où il fait des blagues, comme on a dit, salées, assez bon. Il a été complètement à l'inverse de cela. C'est quelqu'un de très complexe. Et justement, je suis un peu désolée qu'on n'ait pas perçu qu'il ait voulu rendre un hommage à l'émission et en étant justement très respectueux, ce qu'il est dans la vie. Ah oui, et je trouve que toutes ces interventions étaient aussi justes, qu'il les écoutait, il redisait pour voir s'il avait bien Oui, il a compris. fait avec cœur, mais parce que c'est quelqu'un qui a du cœur. Oui. En tout cas, Brigitte, concernant votre témoignage, en disant c'est un beau témoignage qui montre comment avancer dans la vie en dépassant les traumatismes de l'enfance. C'est Marie, mais c'est pas grave. Je vous ai appelé autrement, pardon. C'est Brigitte. Oui, je sais que vous appelez Marie. Ah, oui. C'est Brigitte qui envoie ce petit message pour vous, Marie. Voilà. Ah, d'accord. Je remets les choses dans l'ordre. D'accord. Et puis, si ça peut faire aussi un espoir. Et puis, vous me donnez l'espoir que, si ça revient, faut pas m'en inquiéter. Non, c'est normal. Il y a des choses comme ça qui restent. Oui, ne vous inquiétez pas. Où je dis à ma mère, mais tu m'aimes. Tu m'as jamais aimé, tu m'aimes pas, et je me pose même la question, mais dans un rêve que j'ai fait il y a 2 jours, et seulement m'as-tu donné une caresse. Mais oui, mais vous savez, il y a des manques, même si on arrive à les combler, il en reste quand même des petits résidus, c'est bien compréhensible. Oui. Voilà. Bon. Merci. Merci Marie. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Je lézarde au soleil, je vois des merveilles, je marche. Bonsoir Emeline. Emeline, vous êtes avec nous ? Oui. Vous m'entendez ? Oui. Bien ? Oui, vous êtes à l'antenne, D'accord. je vous entends bien. D'accord. Donc là, c'est Caroline, hein ? Oui, c'est bien moi. D'accord. Voilà, donc moi, je vous ai appelé parce que j'ai interrompu plusieurs fois, en fait, des grossesses. Et parce que je me sens très mal. Très, très mal quand je suis en cet état-là. Très, très mal. Et je me sens... pas bien, et je comprends pas pourquoi je réagis comme ça. Vous vous sentez très mal, c'est-à-dire angoissée ? Qu'est-ce que je me sens vous angoissée. Aimez pas physiquement ? Qu'est-ce qui se passe ? Je n'aime pas l'état dans lequel je me trouve. C'est-à-dire que j'ai une sensation que je ressens. En fait. Qu'est-ce que vous ressentez ? Du dégoût, des nausées, un mal-être. Voilà, j'ai l'impression d'être
d'être occupée par quelque chose d'étranger en fait à moi. Et voilà. Et pour moi, c'est comme si c'était quelque chose comme une larve, quelque chose comme ça en fait. Vraiment, c'est un fort dégoût. Donc voilà. Donc chaque fois, du coup, je mets fin. J'ai qu'une seule hâte, c'est que ça s'arrête en fait. Oui. J'ai qu'une seule hâte, c'est que ça s'arrête. Et ce que je comprends pas, bon là j'ai 36 ans aujourd'hui. Oui. Et je comprends pas pourquoi je réagis comme ça. Et j'ai un ami là depuis plusieurs années. Et j'ai 3 sœurs également. Et mes 3 sœurs, en fait, sont mamans, elles sont mariées, elles ont des enfants. Donc j'ai beaucoup de neveux, beaucoup de nièces que j'aime beaucoup. Mais moi, je peux pas imaginer en cet état-là. Oui. Et pourtant, je me dis que je me dis que c'est pas normal. Et je me dis que peut-être que après il sera trop tard. Oui, c'est toute votre ambivalence parce que là, quoi. C'est toute votre ambivalence d'ailleurs, Emeline, parce que en même temps cet état de grossesse vous angoisse beaucoup. Enfin, vous vous sentez comment dire, vous ressentez l'embryon comme un corps étranger. Hein, c'est quelque chose donc c'est une perspective très angoissante pour vous. Et pourtant, vous me dites que vous avez interrompu des grossesses à plusieurs reprises, ce qui veut dire que vous vous retrouvez enceinte. Oui. Vous pourriez faire en sorte de ne pas l'être. Oui. En fait, la première fois que j'ai été enceinte... Non, mais c'est quand même votre... Après, vous allez me dire, il peut y avoir des accidents de contraception, effectivement, hein, ça peut arriver. Mais semble-t-il, c'est pas arrivé une fois, ça s'est répété à plusieurs reprises. Non, c'est pas arrivé une fois, ça s'est répété à plusieurs reprises. Bon. Donc ça reflète certainement une certaine ambivalence quand même chez vous. C'est-à-dire qu'à la fois, quand vous le fait d'être enceinte est pénible, hein, et vous n'êtes pas la seule. Hein, enfin, il y a des femmes qui expriment Moi, j'ai travaillé en maternité, c'est quelque chose dans les centres de planification familiale aussi. Je peux vous dire que j'ai entendu ce discours, alors qui peut paraître choquant pour certains qui disent comment l'état de grossesse, c'est merveilleux. Bon, mais certaines femmes le ressentent comme quelque chose comme un parasite qui se développerait en elles. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, un parasite. Comme un corps étranger, Voilà. J'ai du mal à dire le mot, en fait. Vous avez dit le mot tout à l'heure. Oui, mais c'est pour ça que je le dis pour vous, parce que c'est quelque chose qui revient. J'arrive pas à dire ces mots-là. Oui, parce que vous culpabilisez de le dire. Je ressens une angoisse, et c'est vrai que ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais je n'en ai jamais parlé, en fait. Hein. J'en ai jamais parlé. Vous avez peur qu'on trouve ces propos choquants. Que je vois un thérapeute, mais j'en ai parlé longtemps après. Parce que c'est vrai que j'en ai honte. Je ne suis pas fière de ça. Hein. J'en ai vraiment honte. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous éprouvez, que vous ressentez, hein, donc vous ne pouvez pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous déborde là, et qui a un sens, hein, en même temps. Alors cela dit, je vais vous dire, Emeline, il y a des femmes qui n'aiment pas être enceintes sans que ce soit aussi fort, hein, que du dégoût, que ce que vous ressentez vous, mais qui n'apprécient pas particulièrement l'état de grossesse et qui pour autant justement sont après des mères tout à fait bienveillantes pour leur enfant, parce que quand l'enfant est là, oui, ça veut pas. Elles aiment beaucoup cet enfant et elles s'en occupent très bien. À l'inverse, il y a des femmes qui adorent vraiment être enceintes, qui se sentent extrêmement bien dans un sentiment de plénitude lorsqu'elles sont enceintes, mais qui ne sont pas forcément très à l'aise avec l'enfant une fois qu'il est là. Ce qu'elles aiment, c'est l'état de grossesse. On retrouve d'ailleurs chez certaines mères porteuses, hein, ils disent qu'elles aiment cet état de grossesse. Ce qui est encore très différent de s'occuper d'un enfant. Ouais, c'est-à-dire que moi, je n'imagine pas. Je n'imagine pas en tant que mère, en fait. Je n'imagine pas... en fait, quand je pense à mon ami et moi dans 10 ans, dans 15 ans, je nous vois tous les deux, en fait. Je ne me vois pas avec un enfant, mais je me dis que c'est pas normal, en fait. Je vois que les femmes sont heureuses, s'épanouissent dans ça,
Et moi, je me dis que je sais que c'est pas normal de réagir comme ça. Mais pourquoi dites-vous ça déjà, que c'est pas normal de ne pas dire je ne vais pas de penser que vous ne pouvez pas vous. J'aime mes neveux, mais oui. j'aime mes nièces. Oui. Et en fait, c'est comme si je me sentais pas capable. En fait, je trouve que je suis égoïste. En fait, c'est comme si en fait je voulais. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi vous seriez égoïste parce que vous ne souhaitez pas d'enfant? En quoi c'est être égoïste? Mais pourquoi je ne veux pas d'enfant, en fait, c'est ça? Non, mais pourquoi ça vous préoccupe tant et pourquoi vous vous trouvez anormal de ne pas vouloir d'enfant? C'est-à-dire comme si le but ultime d'une femme, c'était d'être mère. Pourquoi il n'y aurait pas d'autre modèle d'être femme? Pourquoi une femme devrait obligatoirement se réaliser? Moi, je vous pose la question inverse, Emeline, dans la maternité. Pourquoi ne pourrait-elle pas se réaliser autrement que dans la maternité? Vous voyez, je vous pose d'autres questions à vos questions. Je suis d'accord avec vous, mais moi, je me demande pourquoi je ressens ce dégoût, en fait, ce rejet, en fait. Parce que je pourrais très bien décider de ne pas en avoir, mais pas ressentir ça dans mon corps, en fait. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Quand c'est là, quoi, vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose qui vous angoisse dans cet état. Voilà, dans l'état dans lequel ça me met, c'est là que je dis que c'est pas normal. Alors, pour qu'il y ait quelque chose... Oui, c'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas dans cette situation d'éprouver quelque chose qui les angoisse autant. C'est votre ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois ça vous angoisse, vous en avez peur, donc vous interrompez la grossesse, mais vous vous retrouvez enceinte. Oui, donc, bon, il y a quelque chose, et c'est d'ailleurs pour ça, que si vous êtes en travail sur vous, qu'à un moment vous pourrez comprendre, c'est-à-dire comprendre pour ne pas vous mettre dans une situation aussi qui est pénible, c'est-à-dire que vous n'allez pas aller d'interruption de grossesse en interruption de grossesse. Bon, vous savez, j'ai essayé beaucoup de moyens de contraception. Hein. J'ai pratiquement tout essayé. Hein. Et j'avais même essayé l'implant. À la fin, j'ai mis l'implant. Et puis, bon, j'ai décidé de le retirer au bout d'un an. Parce que je trouvais que c'était pas bien d'avoir ça dans son bras. Parce que c'était comme si c'était un corps pareil, un corps étranger. Donc, j'avais pris beaucoup de poids. Donc, je ne sais pas si c'était dû à ça ou pas. Et entre-temps, je suis retombée. J'ai eu le même souci. Et puis, du coup, après, j'ai repris un autre moyen de contraception, le stérilet. Mais sinon, avant, je prenais j'ai tout essayé, hein. Et à chaque fois, mais c'est depuis, c'est pas arrivé en 2 ans ou en 3 ans, c'est depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Enfin, c'est arrivé lorsque j'avais 16 ans. Mes parents n'ont jamais su, d'ailleurs, lorsque j'avais 16 ans. Bon. Et quel moyen de contraception avez-vous, là? Le stérilet. Bon. Qui est un moyen, quand même, relativement fiable, hein. Il n'y a pas d'usé, on est jamais 100%, mais bon. Voilà. Des fois, j'ai peur parce que je me dis si ça devait arriver encore, je sais pas quoi. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir aussi que vous avanciez dans votre travail pour vous dire que vous pouvez très bien aimer vos neveux, être maternelle avec les enfants, aimer les enfants et ne pas en vouloir. Alors, soit parce que c'est un choix délibéré de votre part, ou parce que derrière, c'est ça qui, semble-t-il, vous tourmente, il y a une peur. Il y a une peur, il y a une angoisse. Bon, qu'il faille en passer par ce cap de la maternité. Certaines femmes ont une peur panique, presque une phobie de l'accouchement aussi. Alors ça ne veut pas dire, pour autant, elles peuvent être après de très très bonnes mères, mais il y a des choses autour du corps et de cette notion de quand il y a un embryon qui grandit en vous, cette notion de corps étranger. Vous avez travaillé un peu là-dessus avec votre thérapeute? Qu'est-ce que ça pourrait évoquer? On travaille sur qui est perçu comme une agression. Vous avez vécu des agressions dans votre vie? Non, apparemment non. J'en ai pas le souvenir. On a essayé de voir de ce côté-là, mais j'en ai pas. Je pense pas, non. Je pense pas. C'est pas. Après, c'est pas. Vous pensez pas. Ça fait des années en fait que j'ai fait un suivi en fait. D'accord. C'était une fois par semaine et là maintenant c'est une fois tous les 15 jours. Mais parce qu'en fait en même temps j'ai des boules. Comment dire? Je sais pas si on va parler de boulimie, mais j'ai des pulsions de sucre en fait. Donc je m'alimentais beaucoup, j'ai pris 30 kilos en très peu de temps. Et voilà. Donc en même temps vous vous remplissez quand même, hein, c'est-à-dire vous mettez de la nourriture dans votre corps quitte à
Oui, des fois, j'aime la sensation. Bon, donc il y a quand même quelque chose autour de la problématique du corps et de la féminité, de tout ce que ça suppose. Alors après, ça renvoie, si vous travaillez dessus depuis des années, quand même, à la relation que vous avez eue enfant, petite fille, aussi à votre mère. Comment votre mère a vécu aussi sa grossesse lorsqu'elle vous attendait, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, qui pourraient donner. On a essayé de voir, mais ma mère ne parle pas en fait. Quand je lui demande comment c'était, elle me dit c'était que du bonheur, donc voilà quoi. Elle me dira jamais que c'était tabou quoi. Même si elle avait vécu ça très mal, elle ne me le dirait jamais. Pourquoi pensez-vous qu'elle ne vous le dirait jamais? Que votre mère peut vous mentir? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle peut vous mentir? Parce qu'elle ne me dirait pas. Elle ne me dira pas. Qu'est-ce qui vous fait penser? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? J'ai déjà essayé de lui poser des questions pour savoir comment elle a vécu. Vous trouvez que c'est trop idyllique, sa version de la maternité? Oui. Trop beau pour être vrai, comme on dit? Oui, non, voilà, elle va pas dira jamais que vous êtes tabou, en fait, elle dira jamais que non, ça c'est mal, j'avais pas envie de... Mais pourquoi mais Emeline, la liaison est très mauvaise, donc on a du mal, déjà j'ai du mal à vous entendre, et semble-t-il vous m'entendez, vous, pas toujours très bien, donc je vais essayer quand même de faire court, parce que la liaison est vraiment très très mauvaise, hein, donc je peux pas vous garder trop longtemps, mais si vous voulez, vous êtes en train de penser, vous avez peut-être des raisons à cela d'ailleurs, que ça ne s'est pas forcément passé aussi bien que votre mère le prétend et qu'elle n'était pas forcément aussi heureuse qu'elle le prétend. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? C'est-à-dire, vous avez eu des échos de votre père, d'autres personnes de la famille, les conditions de votre arrivée au monde ont-elles été particulières? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Eh bien, en fait, je sais que l'accouchement pour l'aînée, ma grande sœur, a été très difficile pour ma mère, et qu'en fait, ma grande sœur et moi, on est très proches au niveau de l'âge. On a à peine un an de différence. Donc, je crois que vraiment, ma naissance n'était pas attendue, en fait, que j'étais un accident. Et puis, c'est vrai que ma mère me dit souvent que j'étais une enfant très, très nerveuse, et que j'étais née pendant l'été 76 et qu'il faisait très très chaud et que je pleurais tout le temps, et que pour me calmer, elle me mettait dans un bain, mais comme si disait que ça a été pénible. Et c'est vrai que moi je me souviens avoir été toujours une enfant angoissée en fait. J'ai toujours été une enfant angoissée, je m'endormais toujours très tard le soir, ils s'endormaient déjà et moi je mettais beaucoup de temps avant de m'endormir. Et puis voilà. Puis c'est vrai que ma mère m'a aussi dit que je devais m'appeler Patrick et pas Patricia. Et donc voilà quoi. Voilà, plein de choses. Comme ça. Oui, c'est-à-dire que le fait que vous ayez été, déjà vos souvenirs, ça c'est du ressenti, d'avoir été toujours une petite fille très angoissée, le fait que votre mère finalement dise que ça a été compliqué. Bon, c'est peut-être là aussi dans cette interrogation que vous avez, où vous sentez que derrière c'est que du bonheur. C'est ce que je vous disais, c'est un peu trop beau pour être vrai. Bon. Ça ne va pas jusqu'à... C'est-à-dire qu'il y a... Vous avez peut-être peur de votre capacité, vous, à pouvoir être une mère suffisamment disponible pour un bébé. Bon. Mais ce qui en plus, vous torture, je trouve, c'est de vous dire que parce que ça vous angoisse, l'état de grossesse, vous êtes anormal. Il n'y a rien d'anormal à ça. C'est-à-dire que on véhicule aussi, et il y a une forte pression sociale, et d'autant plus actuellement, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui si vous voulez, on est dans un retour actuellement des valeurs comme ça, familiales, de la maternité. Et donc, les femmes qui, comme vous, sont beaucoup plus ambivalentes, voire à certains moments se sentent complètement dépassées, peuvent éprouver des sentiments de dégoût par rapport à un état de grossesse, n'osent pas le dire parce qu'elles ont peur qu'on les accable.
plus grave, des femmes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui mettent au monde des bébés et qui parfois se sentent dépassées par leur bébé parce que c'est compliqué, parce qu'un bébé qui pleure, c'est fatigant, c'est usant et qu'on peut parfois avoir peur de trop s'énerver, de s'emporter, n'osent pas en parler parce qu'on dirait oh là là, tout de suite on va penser que ce sont des mauvaises mères. Or l'idée de bonne mère et qui serait toujours comme ça dans la béatitude parce qu'elle est mère, c'est aussi une idée qu'on véhicule et qu'on fabrique. C'est pas aussi simple que ça. On peut être traversé par des sentiments ambivalents. Donc vous-même, vous vous torturez parce qu'il y a aussi cette pression sociale en pensant que si vous n'avez pas d'enfant, on va vous montrer du doigt et que c'est pas normal. Donc bon, il y a peut-être quelque chose à comprendre de votre propre histoire et à respecter et à entendre. Qu'après tout, c'est ce que je disais à Marie avant vous, parfois, dire qu'on ne souhaite pas d'enfant, qu'on ne mettra pas un enfant au monde, c'est, et ça peut paraître paradoxal, mais avoir une attitude maternelle. Parce que si on se sent dans une trop grande ambivalence, on a quelque chose à régler de notre propre histoire par rapport à ça, où on se sent en difficulté et qu'on a peur de faire peser ces difficultés sur son enfant, c'est respectable. C'est tout aussi respectable qu'une femme qui décide évidemment d'avoir un bébé. Mais pourquoi une femme qui ne souhaite pas avoir d'enfant ou qui, pour aller dans ce que vous dites, c'est peut-être pas un souhait, mais il y a quelque chose d'une trop grande peur, pourquoi ça serait moins respectable ? C'est aussi, voyez, pouvoir entendre ça et le respecter. Oui. Et ça, le travail que vous faites de thérapie devrait pouvoir vous y aider. Parce que si vous faites ce choix-là, eh bien, il est important de pouvoir bien vivre avec. Et que, encore une fois, voyez, c'est comme si vous aviez besoin de justifier en disant que vous aimez vos neveux et nièces. Oui, ça vous montre que vous êtes capable d'aimer et d'éprouver de la tendresse. Mais peut-être, il y a des femmes aussi qui font le choix de ne pas avoir d'enfants parce qu'elles savent aussi ce que c'est et ce que ça implique d'avoir un enfant et la responsabilité que c'est d'éduquer un petit homme, un être humain. C'est aussi la responsabilité en fait, parce que c'est vrai que quand j'ai mes petits neveux, quand on me les confie, je vais m'occuper d'eux, je vais être contente de les avoir, mais évidemment j'en aurai assez en fait. J'ai l'impression que j'ai plus de temps pour moi et que je me sens divisée en fait, que j'ai envie d'être avec eux, de leur faire plaisir, comme si j'avais envie de tout leur donner. Et puis en même temps, j'ai plus de temps pour moi, j'arrive plus à trouver du temps pour moi. Et en fait, je culpabilise. Oui, mais vous êtes toujours dans la culpabilité, comme si il fallait être toujours l'image de la mère qui est toujours là, qui se consacre aux autres. Il y a des femmes qui se réalisent, qui sont des très épanouies dans leur maternité, mais encore une fois, c'est tout à fait respectable. Mais le fait de dire que vous ne vous sentez pas prête à cela, ça l'est tout autant, Emeline. Et pourquoi je suis différente alors Mais vous êtes différente par rapport. On a eu le même père et la même mère. Mais oui, non, on n'a pas. Si vous avez écouté l'émission qu'on a. Attendez, Emeline, si on parle ensemble, on va pas arriver à s'entendre. Non, on n'a jamais les mêmes parents. Et vous l'avez dit vous-même, on n'a jamais les mêmes parents parce qu'on n'arrive pas au même moment de leur histoire, de leur parcours de vie, selon eux, la place qu'ils ont eue eux-mêmes dans une fratrie, s'ils ont été enfants uniques ou pas. Tout ça, ça influence. Vous dites vous-même, vous êtes arrivé très peu de temps après votre sœur, vous pensez que à ce moment-là, on entendait plutôt un garçon. On n'a pas les mêmes parents, non. Les parents sont différents selon les époques de leur vie où ils nous ont eus. Donc ça se transmet, ces différences-là aussi dans l'éducation. Donc le but, il faudrait que vous arrêtiez de cesser de vous comparer, de vous mettre dans une norme. C'est ce que dit Jane d'ailleurs. La société est faite de telle façon qu'elle fait culpabiliser si on n'est pas dans la norme. Un célibataire doit se marier ou être en couple, ensuite avoir 1 puis 2 enfants. Sinon on est plus ou moins montré du doigt et on a droit... Je comprends ce que vous dites en fait, mais comme elles s'épanouissent, elles sont heureuses. Oui, moi, je me demande si c'est pas ça qui me rendrait heureuse, parce que je ne suis pas heureuse aujourd'hui. Alors, le problème, c'est que vous n'êtes pas heureuse, mais pensez-vous que la maternité va vous rendre plus heureuse ? Et la question est,
moi je vous dis qu'il y a aussi d'autres façons de s'accomplir dans la vie quand on est une femme que dans la maternité. Si on s'accomplit dans la maternité, c'est une excellente chose, et tant mieux. Mais on peut aussi s'accomplir d'une autre façon. Il y a, vous savez, on peut procréer, puis on peut aussi créer, et créer sa vie. Donc, la question et le travail que vous faites va vous y amener. Emeline, on va conclure là-dessus, c'est réfléchir à qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureuse, mais pourquoi focalisez-vous autant sur la maternité? C'est qu'il y a quelque chose dans votre histoire, vous, d'enfance, à régler. D'accord ? Oui. Bon courage, D'accord. Emeline. Sinon, j'aurais souhaité, si c'est possible, que, je ne sais pas si c'est possible maintenant ou tout à l'heure, qu'on me conseille des lectures, en fait, je ne sais pas, qui pourraient m'aider, en fait. Des livres... Qui parlent de quoi ? De ça. Du désir d'être mère, etc. On va vous reprendre hors antenne parce que là, j'ai pas de lecture comme ça qui me viennent en tête, mais je regarderai parce qu'il y a beaucoup de livres sur le sujet. Il y a eu beaucoup de choses écrites sur la maternité, donc déjà on a un contact pour vous hors antenne, et puis à ce moment-là je vais regarder dans ma bibliothèque et on vous rappellera demain pour vous donner comme ça quelques titres d'ouvrages. D'accord ? Merci beaucoup. Au revoir Emeline, au revoir. Au revoir. Cock Robin, When Your Heart is Weak, et is weak, oui, ce sera mieux. Voilà, ça vous avait manqué ça, hein, mon accent anglais. Allez, je vous embrasse, très belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des informations présentée par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence.